Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Vous le savez, nous sommes lundi, premier jour de la semaine, donc premier numéro de cette émission. Le scanner, bienvenue. Si c'est maintenant vous le faites au menu de ce matin, nous sommes le 21 juillet, soit à moins de 2 mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025 en République de Guinée, une échéance majeure qui pourrait ouvrir une nouvelle page de l'histoire constitutionnelle du pays. Le projet de nouvelle constitution qui compte 199 articles fait actuellement l'objet d'une vaste vulgarisation, campagne de vulgarisation, s'il faut le dire. Les membres du gouvernement sillonnent le territoire national pour expliquer point par point le contenu de cette future loi fondamentale parce que chaque Guinéen a le droit de comprendre ce test. Nous poursuivons, nous, en toute indépendance, notre mission citoyenne, vous aider à décrypter article par article le projet de nouvelle constitution. Dans ce numéro, nous nous intéressons donc aux articles 139 à 159. Soyez très attentifs pour ne rien rater. Et puis, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a publié ce samedi les résultats du baccalauréat unique dernier des examens nationaux pour la session 2025 avec un taux de réussite de 32,34%. Cette annonce met fin à une longue attente ou une longue période d'attente. Contrairement aux années précédentes, les résultats du baccalauréat unique enregistrent une nette amélioration. Pour tous les examens confondus, le taux de réussite s'élève à 53,82%, soit 133 054 admis sur 538 368 candidats ayant effectivement composé. Mais comment ces chiffres sont-ils interprétés par les autorités éducatives? Nous poserons tout à l'heure la question à notre invité Mohamed Ansa Diawara. Il est porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sur le continent. Après 3 mois de pourparlers à Doha, au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 ont signé ce samedi 19 juillet une déclaration de principe. Ce document conclu sous la médiation des autorités qatariennes prévoit la mise en place d'un mécanisme de cessez-le-feu permanent, un plan de restauration de l'autorité de l'État dans l'Est du pays, ainsi qu'un cadre de négociation pour les prochaines étapes. Cette déclaration intervient, il faut le rappeler, 3 semaines après la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. C'était le 27 juin dernier. Mais cette nouvelle initiative suffira-t-elle à mettre fin à un conflit qui continue de paralyser l'Est du Congo, de la RDC Congo s'il faut le dire? Nous allons en parler dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
Merci donc de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous pratiquer. Si c'est maintenant, vous le faites sur nos différentes applications, notre application, Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5, à la télé. Vous nous regardez sur les différents bouquets Canal+, et Star Times. Canal+, vous êtes sur le 410 et Star Times sur le 113. Merci de nous suivre via notre site d'information, siaminfo.com, et sur nos réseaux sociaux. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce quotidien, on va appeler comme ça, cette série que nous avons démarrée il y a quelques jours. Je le rappelais tantôt, à moins de 2 mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025 en République de Guinée. Une nouvelle étape de l'histoire du pays, l'histoire constitutionnelle du pays, va s'écrire très bientôt. Le projet de nouvelle constitution qui comprend 199 articles fait déjà actuellement l'objet d'une vaste campagne de vulgarisation par les membres du gouvernement qui sillonnent l'intérieur du pays, parce que comprendre la Constitution, je le disais tantôt, est un droit. Et nous poursuivons en toute indépendance notre engagement citoyen. Aujourd'hui, nous nous penchons donc sur les articles 139 à 159 et nous commençons par vous, Yaya Diallo. Très bien. Alors, vous l'avez rappelé, nous commençons ce matin disons, sur cet article, celui de 139, il faut rappeler que nous sommes jusque-là avec les institutions gouvernantes, c'est-à-dire la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi le gouvernement. Alors, nous avons énuméré depuis un bon bout de temps, disons, la mission, la composition, mais aussi le fonctionnement de ces institutions que nous venons de rappeler tout à l'heure, mais aussi, disons, cette interdépendance qui existe entre les institutions, tout au plus les rapports entre les institutions. Alors nous sommes aujourd'hui au niveau du titre 2 et nous parlons des institutions juridictionnelles. Donc vous savez que les institutions de la République dans leurs ensembles sont classées en 3 ordres, il faut le rappeler. Nous avons les institutions gouvernantes, les institutions juridictionnelles et enfin les institutions d'appui à la bonne gouvernance et à la démocratie. Donc nous touchons aujourd'hui la deuxième partie de ces institutions, notamment les institutions juridictionnelles. Alors l'article 139 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il faut le rappeler, les institutions juridictionnelles prévues à l'article 41 exercent avec les autres cours et tribunaux le pouvoir judiciaire, sous réserve des statuts particuliers de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Alors là, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a sauté. Donc, juste la petite différence. Oui, la petite différence, elle est très importante, puisque là, il y a plus d'ambiguïté. Ça veut dire tout simplement que le pouvoir, enfin, sous réserve, les institutions juridictionnelles prévues à l'article 41 du projet de nouvelle constitution exercent avec les autres cours et tribunaux. Sous réserve des statuts particuliers de la Cour constitutionnelle, on n'en a pas ajouté, disons, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pour ne pas créer ce qu'on appelle un conflit de compétences, un conflit de compétences entre les deux institutions dont les missions sont diamétralement opposées, il faut le rappeler. Mais avant de poursuivre, on va rappeler rapidement l'article 41 pour ceux qui n'ont pas suivi, puisque nous sommes dans une série. L'article 41 nous disait que les institutions de la République sont de 3 ordres. On parlait des institutions gouvernantes, vous l'avez déjà rappelé, les institutions juridictionnelles et les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. C'était juste un rappel pour ceux qui ne connaissent pas le contenu de l'article 41. Justement, et nous sommes à ce stade sur les institutions juridictionnelles. Bien. Alors, nous passons à l'article 140. La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale, des libertés et droits fondamentaux. À ce titre, elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et de liberté publique. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle examine les recours et proclame le résultat définitif. Elle veille au respect de la répartition des attributions constitutionnelles des institutions de la République. Elle reçoit le serment du président de la République
et de membres des institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Elle rend des avis sur saisine des institutions de la République conformément aux dispositions prévues par la présente Constitution. Elle statue sur l'inconstitutionnalité soulevée devant elle par voie d'action ou devant les juridictions par voie d'exception. Elle statue sur les recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 3, 62, 119 et 137, ainsi que sur les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 130 sous réserve de leur ratification. Bien, donc rien n'a changé au niveau de un petit changement au niveau de... rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Je vois l'article premier. Hein. Bien, donc c'est ça. L'article 140 qui respecte la lettre et l'esprit et dans l'avant-projet de nouvelle constitution et dans le projet de nouvelle constitution. La suite, il y a... Et ça nous rappelle toute l'importance de cette institution juridictionnelle désormais, la Cour constitutionnelle. Alors, nous passons sur l'article 141. Avant la ratification des conventions, traités et accords internationaux, la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie du contrôle de leur conformité à la Constitution par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'elle conclut qu'une clause de la Convention, du traité ou de l'accord international n'est pas conforme à la Constitution. La ratification n'intervient qu'à la suite de la modification de la disposition incompatible à la Constitution. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours à compter de sa saisine en cas d'urgence. Ce délai est ramené à 15 jours. Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité, d'une convention ou d'un accord international n'est promulguée que lorsqu'elle a été déclarée conforme à la Constitution. La seule différence, c'est là où on dit la ratification n'intervient qu'à la suite de la modification de la disposition incompatible. Au lieu de dire à la Constitution, dans le projet, on dit de la Constitution. Okay. Donc c'est seulement un jeu là-bas de préposition, si on l'appelle comme ça. Justement. Au lieu de à, on a préféré de la Constitution. On part donc avec la suite, avec vous, toujours Yaya Diallo. L'article 142. La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par le président de la République du contrôle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation et de règlements intérieurs des institutions de la République, avant leur mise en application. Elle peut être saisie par le Premier ministre, un dixième au moins des députés ou des sénateurs, ou la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, aux fins du contrôle des constitutionnalités des lois ordinaires avant leur promulgation. Elle statue dans le délai de 30 jours à compter de sa saisine suivant une procédure définie par une loi organique. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi. Une loi déclarée inconstitutionnelle est nulle. Elle ne peut alors être ni promulguée ni appliquée. Article 142 qui n'a aussi pas changé dans la lettre et dans l'esprit. Et dans l'esprit. Oui. Et nous sommes avec la Cour constitutionnelle, c'est l'une des juridictions les plus importantes pour notre République. Alors, article 143. Toute personne peut saisir directement par voie d'action la Cour constitutionnelle de l'inconstitutionnalité d'une loi. Le Premier ministre, le président de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme et le président de la Commission nationale pour le développement, à la suite d'une délibération favorable de la séance plénière de leurs institutions respectives, peuvent directement saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de la conformité à la Constitution d'une loi promulguée et appliquée. Toute personne peut, à l'occasion d'une affaire qui la concerne, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant la juridiction saisie du fond. Au fond.
Ici, c'est du fond. Là-bas, on est dans l'avant-projet. On est dans l'avant-projet, il faut le rappeler. C'est une erreur qu'on a rectifiée. Justement. C'est une erreur qu'on a rectifiée. Bien. Cette juridiction sursoit à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci se prononce dans le délai de 15 jours à compter de sa saisine. Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée. Seule différence, a été remplacé par au fond. Ok. Au fond. Ok. Ouais, la juridiction saisie du fond dans l'avant-projet. Au fond. Dans le projet. De nouvelle constitution. Pour un bel alignement, on dit quand même au fond. Au fond. On saisit au fond et non pas du fond. Au fond. Alors, ça veut dire tout simplement que le collège d'experts a raison de procéder à cette modification. Ouais. C'est une erreur corrigée. Très bien. Alors, nous sommes au niveau de l'article 144. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Ils s'imposent au pouvoir public, aux forces de défense et de sécurité, aux autres juridictions ainsi qu'à toute personne physique ou morale. Enfin, la loi punit quiconque entrave l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle. Là également, c'est un jeu de mots. Au lieu de dire sont insusceptibles, les experts ont préféré ne sont susceptibles d'aucun recours. Très bien. Donc, c'est pour mieux faciliter le français et de ne pas me faire buter comme je l'ai fait tout à l'heure. Peut-être. Oui, c'est ça. Ça se comprend mieux. Ça se prononce mieux et ça se comprend mieux. Ouais, ne sont susceptibles d'aucun recours. Et non, dans le projet de nouvelle constitution, c'est le changement effectué. Le préfixe a sauté. Oui, évidemment. Donc, on poursuit maintenant avec vous. À Mohamed Leba, on part avec l'article 145 du projet de nouvelle constitution. Et je vais m'arrêter à l'article 150. Vous allez constater de 145 à 150, il y a beaucoup de changements. Il y a même, assez de changements. Il y a même des articles, disons, il y a une permutation entre certains articles, notamment vous allez le constater entre l'article 150 dans l'avant-projet de nouvelle constitution qui devient, disons, l'article 149 du projet de nouvelle constitution. Nous allons essayer de voir cela. On commence par l'article 145 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il est indiqué que la Cour constitutionnelle comprend 11 membres de nationalité guinéenne âgés de 45 ans. Et là, vous allez constater dans l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué 45 ans, mais dans le projet de nouvelle constitution, c'est 40 ans au moins. 40 ans au moins, donc 5 ans de réduction. Il faut le préciser. On continue. On dit au moins choisis en raison de leurs compétences et de leur probité morale et intellectuelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. 1. 2 hauts magistrats, là également, ayant au moins 25 ans d'années de pratique. Il y a une erreur parce que le D' n'existe pas ici avec l'avant-projet de nouvelle constitution. Désigné par les pairs deux enseignants, c'est qu'au niveau de l'avant-projet, c'est 25 ans. Au niveau du projet, maintenant, c'est 15 ans. C'est 15 ans. De pratique. De pratique. Donc, il y a également une révision. Au point 2, il est indiqué que 2 enseignants-chercheurs ayant une expérience minimale de 15 années et titulaires au moins d'un doctorat en droit public, élus par leurs pairs. Là-bas également, ça a été réduit à 10 ans. À 10 ans. Dans le projet de nouvelle constitution. Au point 3, il est indiqué que 4 personnalités choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale avec au moins une expérience de 20 années. Là également, il y a 2 différences. D'abord, on a réduit de 20 ans, on est allé à 10 ans. Parce que la disposition parle avec une femme, au moins une femme. Voilà, là il n'y a pas cette précision. On continue, on dit dont 2 points, petit a, 2 par le président de la République à raison d'une personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des organisations non gouvernementales de défense et de promotion des droits de l'homme. Petit b, une ou par le bureau de l'Assemblée nationale. Petit c, une par le bureau du Sénat. 4. Au point 4, il est indiqué que 2 avocats ayant au moins 20 années de pratique et de connaissances avérées
en contentieux électoral et des droits de l'homme élus par leurs pairs. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juge constitutionnel. Sauf que dans le projet de nouvelle constitution, au lieu de 20 ans, les experts ont préféré 15 ans. Ouais, On a pris 15 ans. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a carrément de réduction. Ouais, c'est réduction. que dans l'avant-projet de nouvelle constitution, si, il y a, c'est élevé, et dans le projet de nouvelle constitution, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de tout ce qui est là, parce que la plupart, vous allez prendre 20 ans d'exercice, 15 ans d'exercice, et là, carrément, il y a une réduction, soit parfois de 5 ans ou de 10 ans. Je crois que c'est compréhensible. Parce qu'aujourd'hui... c'est compréhensible et discutable. Bon, en fait, c'est discutable, Très discutable, mais c'est aussi compréhensible. Hein. On parle là des charges de la Cour constitutionnelle, Mohamed, n'oublie pas. Évidemment. Et là, ça existe de l'expérience. De l'expérience, mais 15 ans aussi, c'est déjà suffisant pour être expérimenté. Hein. On l'a déjà Les 10 ans, c'est discutable. Je parle de 10 ans. Non, mais 10 ans, ce n'est pas à tous les niveaux. Il y a peut-être qu'à un seul point où on parle de 10 ans. Au niveau des autres points, vous allez voir que, parce qu'au niveau même, sur le premier point, on dit la Cour constitutionnelle comprend 11 membres de nationalité guinéenne âgés de 40 ans au moins. Et là, dans l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est 45 ans. Au moins. Donc, on a juste réduit 5 ans. Et pour voir ça, je crois que ça, c'est très bien. D'où l'importance de recevoir des constitutionnalistes. Évidemment, ici. parce qu'il y a beaucoup de contours, notamment au niveau de ce point lié à la Cour constitutionnelle. Ce serait très bien et très, très beau à voir qu'ils viennent quand même nous expliquer en profondeur la quintessence de tous ces différents articles-là. On continue avec l'article 146 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Là, je crois qu'il n'y a pas de changement. Nous allons faire lecture ensemble pour voir. La nomination par décret des membres de la Cour constitutionnelle intervient à la suite de l'avis du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnalités proposées. La durée du mandat de juge constitutionnel est de 9 ans non renouvelable. Le président de la Cour constitutionnelle est élu à la majorité absolue par ses pairs pour la durée du mandat parmi les magistrats et juristes les plus expérimentés de la Cour. Mais là également, le dernier alinéa là, en tout cas sur ce que je vois en face, n'existe pas. Où on l'a carrément mis de côté. Oui, l'élection, parlant de l'élection. Tout à l'heure, dans l'avant-projet, on disait que le président est élu, c'est ça? Ou les membres de la Cour constitutionnelle. On dit la durée, enfin ici là on parle on parle juste de la durée. On dit la durée de mandat du juge constitutionnel est de 9 ans, un non renouvelable. Je crois que je vais reprendre encore cet article. Bien. Pour, disons quand même, pour une plus grande compréhension. Évidemment, on dit la nomination par décret des membres de la Cour constitutionnelle intervient à la suite de l'avis du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnalités proposées. Jusque-là, on est d'accord. Oui. D'accord. La durée du mandat du juge constitutionnel est de 9 ans non renouvelable. Point. Le président de la Cour constitutionnelle est élu à la majorité absolue par ses pairs pour la durée du mandat, oui, parmi les magistrats et juristes les plus expérimentés de la Cour. C'est cet alinéa-là qui n'existe pas dans le projet de nouvelle constitution. C'est le rappel là que je faisais. Donc vous voyez mieux. Donc peut-être on verra beaucoup plus devant les détails, mais normalement quand même on devrait nous orienter vers des articles peut-être à venir. Évidemment. Donc je crois que c'est carrément supprimé parce qu'on allait nous préciser peut-être que ça allait se rapporter à un autre article ou peut-être supprimer ou rapporter quelque part. Évidemment, comme ça a mais été pour le moment il faut quand même s'en tenir à, disons, à ce que nous voyons à l'écran et pour se dire peut-être qu'on pourrait retrouver cet alinéa dans un autre article avec une autre explication, disons, accommodée. Et on continue avec l'article 147 où il y a, disons, léger changement. Vous allez également le constater. L'article n'est pas long. On dit pour délibérer, la Cour constitutionnelle statue en formation minimum de 9 juges. Elle siège en formation restreinte dans certaines matières. Une loi organique détermine les matières et le nombre de juges par formation. Est-ce que c'est ça? Non.
Donc, On carrément... est dans l'article 147. Hein. Ouais. On est dans Donc, ça veut dire qu'il y a un changement. Un comme véritable je l'avais dit, changement. Un véritable changement parce que là, on a presque tout revu. Hein. Absolument. Et il est même mentionné, pour ceux qui nous écoutent, les juges constitutionnels sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. En cas de crime ou de délit, les juges constitutionnels sont justiciables de la Cour suprême. Je reprends bien cet alinéa. En cas de crime ou de délit, les juges constitutionnels sont justiciables de la Cour suprême. Le juge constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le barreau de la Cour constitutionnelle, le bureau de la Cour constitutionnelle en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures. Et cet article que vous voyez, c'est l'article 150 dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Bien. Donc il y a eu permutation. Bien. Alors vous allez relire l'article 147. On verra. Ça c'est l'article 147 du projet de nouvelle constitution. Dans mais vous allez l'avant-projet. voir que dans l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est pratiquement un autre article. Hein. Très bien. Et Allez-y. donc il y a eu permutation parce que dans l'avant-projet de nouvelle constitution, cet article 147 ici à l'écran, c'est l'article 150 dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Nous allons continuer avec l'article 148 de l'avant-projet de nouvelle constitution où il est indiqué que dans un délai de 60 jours avant l'expiration du mandat des membres de la Cour, le président de la Cour constitutionnelle ou un de ses membres saisit le Sénat à l'effet d'inviter les entités énumérées à l'article 145 à procéder à la désignation des nouveaux membres. Le président du Sénat invite de sa propre initiative les entités visées à l'article 145 à procéder à la désignation des nouveaux membres lorsque le président de la Cour constitutionnelle ne saisit pas dans le délai requis. Sauf que là également, soit c'est une permutation, soit un changement. Ouais, mais il n'y a rien de... Il n'y a aucune ressemblance. C'est ça le mot. Ouais. Et il est écrit dans l'article 148 du projet de nouvelle constitution, une loi organique détermine notamment la composition, l'organisation, le fonctionnement, la durée du mandat, les délais de saisine et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Elle fixe également les avantages, les immunités, les incompatibilités et le régime disciplinaire de ses membres. Deux articles carrément opposés. Il faut le dire. On va poursuivre, peut-être qu'on va comprendre. Deux articles carrément opposés. En évoluant, peut-être qu'on va comprendre. D'accord. Nous allons continuer avec l'article 149. Là également, il y a changement, vous allez voir. Okay. Vous allez voir, il y a changement et l'article 149 et l'article 150. Pour l'article 149, il est indiqué que les juges constitutionnels sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions d'une équipe d'assistants de nationalité guinéenne, âgés de 35 ans. Au minimum, ils sont recrutés par voie de concours parmi les candidats justifiant au moins de 5 années de formation universitaire en droit ou en sciences politiques. Le régime de ce concours de recrutement est déterminé par décret en Conseil des ministres. Une loi organique fixe le nombre d'assistants et les conditions de prestation de leur serment devant la Cour constitutionnelle. Ce qui a carrément changé dans le projet de nouvelle constitution, article 149, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé par les cours et tribunaux. Les décisions définitives des cours et tribunaux s'imposent aux partis et à toutes les autorités civiles et militaires. La loi punit quiconque entrave l'exécution des décisions de justice. Donc ça veut dire que l'article dans l'avant-projet de nouvelle constitution est à Conakry, l'article dans le projet de nouvelle constitution est à Zo. Donc carrément différent, il faut dire que deux articles nettement opposés et c'est la même chose avec l'article 150 qui, disons, est l'article 147 dans le projet de nouvelle constitution. Dans l'article 150 de l'avant-projet de nouvelle constitution, vous allez le voir, il y a carrément aussi changement, disons... article 150 de l'avant-projet de nouvelle constitution, carrément aussi différent de l'article 150 du projet de nouvelle constitution. Alors, il est indiqué dans cet article que les juges constitutionnels sont inamovibles.
on en a déjà lu à l'article 147, vous vous souvenez. À l'article 147. Donc, on dit les juges constitutionnels sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. En cas de crime ou de délit, les juges constitutionnels sont judiciables de la Cour suprême. Je crois que là également... on attend toujours la réalisation qui n'a pas projeté d'abord. On dit le juge constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Cour constitutionnelle en est informé, dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'article s'arrête là. L'article 150 de l'avant-projet. Maintenant, ici, dans le projet de nouvelle constitution, en attendant que la réalisation projette, on va aller directement sur le document publié dans le journal officiel. Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à la seule autorité de la loi. Les magistrats du siège et du parquet sont nommés et affectés par le président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles et le statut, la carrière et les garanties d'indépendance des magistrats sont déterminés par une loi organique. On poursuit et cette fois on y va avec vous. Yaya Diallo, je pense que c'est fini pour le moment avec vous. Il faut le rappeler. Les deux articles carrément différents, c'est tout ce que je voulais ajouter. L'un est rouge et l'autre est vert. Allez, ça se comprend mieux. Article 151 avec vous, Yaya Diallo. Très bien. Article 151, il est écrit que les juges constitutionnels prêtent serment en audience solennelle publique devant le peuple de Guinée, représenté par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat en ces termes. Je jure sur mon honneur devant Dieu et le peuple de Guinée de fidèlement exercer mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité, intégrité, convenance et diligence dans le respect de la Constitution et des lois. Et des lois, il faut le rappeler. De garder le secret de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Et enfin, nous continuons avec le serment de me conduire en digne et loyal juge. C'est la fin de l'article. Non, allez-y. Il reste un alinéa. En cas de parjure, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Bien, sauf que dans le projet de nouvelle constitution, il y a carrément un total changement. C'est écrit dans le projet de nouvelle constitution, le Conseil supérieur de la magistrature concourt au respect de l'indépendance de la magistrature. Il est l'institution chargée de veiller au respect de l'indépendance de la magistrature, à la gestion de la carrière et de la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est obligatoirement saisi pour avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et de la carrière des magistrats lorsqu'il est saisi d'une des questions énumérées à l'alinéa précédent. Il rend un avis motivé qu'il transmet au président de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats est présidé par le premier président de la Cour suprême. Le président de la République ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature statuant en formation disciplinaire. Seuls les magistrats membres siègent au Conseil supérieur statuant en formation disciplinaire. Et là, on s'est rappelé qu'il y avait quand même une répétition, quelque chose qui n'est pas forcément pédagogique, il faut quand même le dire. Et finalement, cet article torpille, saute carrément, parce qu'à l'article 59 du projet de nouvelle constitution, c'est là également on parle du président de la République et de la prestation de serment. Et ce que Yaya vient de lire également se retrouve dans l'article 59 du projet de nouvelle constitution. Mais là, c'est le serment des magistrats. Là, on parle du serment des magistrats. Les juges de la Cour constitutionnelle. Des juges de la Cour constitutionnelle. C'est, disons, carrément
presque, disons, le même format de prestation de serment également. Bien. Très bien. On y va avec l'article 152, des deux tests. Hein. Texte, oui, justement. Et nous nous excusons pour la qualité de l'image. Hein. Si Saleh peut nous aider à réduire un peu ça va beaucoup nous aider. Allez-y. Et là aussi, vous verrez qu'il y a un véritable changement. Hein. L'article 153, hein. 152. Bien. Alors, il est écrit que les fonctions des juges constitutionnels sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée, ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale. L'exercice d'une mission d'enseignement n'exigeant pas le plein temps dans les institutions d'enseignement supérieur et professionnel est exclu des incompatibilités. Bien, là également, comme tu l'as dit, tout a changé. Oui. On dit juste qu'une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature. On est maintenant au chapitre 2 de la Cour suprême où on parle de l'article 153. Justement, il faut rappeler que depuis près de 4 articles comme ça, on n'est plus avec la Cour constitutionnelle au niveau du projet de nouvelle constitution, mais plutôt avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut le rappeler, jusqu'à présent, au niveau de l'avant-projet de la nouvelle constitution, nous sommes avec la Cour constitutionnelle. Oui. Alors, nous sommes sur l'article 153. Il est écrit que une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, les délais de saisine et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Elle fixe également les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ses membres. Ce qui a été, comment je peux dire, balayé, non pas balayé, ramené à l'article 152 du projet, parce que c'est dans le projet, on parle qu'une loi organique détermine la composition, l'organisation. Saleh, si tu peux nous ramener l'article 152 du projet pour mieux comprendre. L'article 152, vous voyez, l'article que tu viens de lire se rapporte carrément à cet autre article du projet de nouvelle constitution. Donc, article 153 du projet de l'avant-projet, c'est l'article 152 du projet de nouvelle constitution. Sauf que avec l'article 152, l'article 153 du projet de nouvelle constitution part de là du Conseil supérieur de la magistrature. Or, au niveau de l'avant-projet, de l'avant-projet de nouvelle constitution, ici nous parlons de la Cour constitutionnelle toujours. Et vous verrez là, l'article 153, on parle là de la Cour suprême. De la Cour suprême déjà. Oui, c'est ça, je comprends mieux. Justement, ça c'est la Cour suprême. Maintenant, parce que l'article 153 fait partie du chapitre 2 de la Cour constitutionnelle dans le projet de nouvelle constitution. Justement. Je le rappelais tantôt. Justement. Alors, il est écrit, il faut le rappeler encore une fois, l'article 153 au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution, qu'une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, les détails des saisines et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Elle fixe également les avantages, les immunités et le régime disciplinaire de ce membre. Alors, nous arrivons au niveau du sous-titre 2, le pouvoir judiciaire, chapitre 1, généralité. Article 154, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé par les cours et tribunaux. Et enfin, les décisions définitives des cours et tribunaux s'imposent aux partis et à toutes les autorités civiles et militaires. Le dernier alinéa de cet article indique que la loi punit quiconque entrave l'exécution des décisions de justice. Bien, là également il y a quand même un gros changement. Oui, il faut le rappeler parce que là on est avec la Cour suprême dans le projet de nouvelle constitution. Et on est toujours avec la Cour constitutionnelle dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Non, on en a terminé. Nous avons entamé, disons, le pouvoir judiciaire et nous sommes dans les généralités. Là, on parle du pouvoir judiciaire. Mais là, dans sa globalité, de toutes ses composantes. Bien là, précisément pour le projet, on parle que de la Cour suprême. C'est ça aussi la différence. Et il est écrit dans l'article 554 du projet de nouvelle constitution, la Cour suprême se prononce par voie du recours en cassation ou en annulation sur les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures. La Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des actes administratifs du président de la République
du Premier ministre et des membres du gouvernement. Elle est juge en dernier ressort de la légalité des autres actes administratifs. Elle statue exceptionnellement sur les recours formés contre les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle et le décret de confirmation de ceux-ci conformément aux articles 145 et 146. Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation ou en annulation. Elle connaît par la voie du recours en cassation ou en annulation des décisions des juridictions inférieures relatives aux autres contentieux administratifs. Article 154 du projet de nouvelle constitution. Je pense que ce n'est terminé pour vous ce matin, Gallo. Justement, pour cet exercice. Nous disent le contraire. Si tu veux continuer, je peux te garantir d'accepter que tu continues. Hein? Article 155, Mohamed Lebas. L'article 155 est là également dans l'avant-projet de nouvelle constitution. On reste avec le pouvoir judiciaire, notamment avec le chapitre en généralité. À l'article 155, il est indiqué que les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à la seule autorité de la loi. Les magistrats du siège et du parquet sont nommés et affectés par le président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le statut, la carrière et les garanties d'indépendance des magistrats sont déterminés par une loi organique. Là également, tout a changé puisqu'on On a déjà fait lecture de cet article. De cet article précédemment, dans le projet de nouvelle constitution. On a déjà fait lecture de cet article-là. Donc il faut dire carrément au niveau, disons, de l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de changements. Et dans le projet de nouvelle constitution, presque tout a changé. Tout a changé. Et il faut rappeler l'article 155 du projet de nouvelle constitution nous dit ceci: la Cour suprême peut être consultée par les institutions de la République dans les conditions définies par la présente Constitution et les lois organiques sur toute matière relevant de ses compétences. Il va se rattraper, Yaya Gallo. Allez-y. On y va avec l'article 156. Je me rappelle, il avait oublié, mais on va aller. On va reprendre le rythme. C'était très important. Oui. Et là, à l'article 156, c'est maintenant, dans l'avant-projet de nouvelle constitution, qu'on entre, disons, dans la cour de la Cour suprême. Oui, ok. On entre dans la cour de la Cour suprême. Ok, dans le chapitre portant sur la Cour suprême. Bien. Maintenant que s'ouvre ce chapitre à partir de l'article 156. Et l'article 156 de l'avant-projet de nouvelle constitution, cet article indique que la Cour suprême est la haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative. Elle est investie de compétences contentieuses et consultatives. Bien. Ce qui est l'article 153 du projet de nouvelle constitution, il faut le dire. Mais dans l'article 156, il est écrit, Mohamed. 156, les fonctions de magistrat de la Cour suprême sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée, ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale. L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'exercice d'une mission d'enseignement dans les institutions d'enseignement supérieur professionnel. Je pense que c'est l'article 151 avec de l'avant-projet de nouvelle constitution, avec quelques modifications. Ce qu'on a compris, et peut-être que les articles qui ont été supprimés viennent naturellement des derniers alinéas, des derniers articles de l'avant-projet. Donc à partir de l'article 150 de l'avant-projet de nouvelle constitution, les experts ont certes réduit beaucoup d'articles de ce côté. On a raboté par là. C'est ce qui fait que le projet de nouvelle constitution est plus en avance que l'avant-projet. Allez-y, on y va avec l'article 157. L'article 157, il est indiqué que la Cour suprême se prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures. La Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des actes administratifs du président de la République, du Premier ministre
et des membres du gouvernement et les juges en dernier ressort de la légalité des autres actes administratifs. Elle statue exceptionnellement sur les recours formés contre les modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle et le décret de confirmation de ceux-ci conformément aux articles 145 et 146. Elle connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation ou en annulation. Elle connaît par la voie du recours en cassation ou en annulation des décisions des juridictions inférieures relatives aux autres contentieux administratifs. Ouais, ce qui a changé, c'est le retard. On a déjà fait lecture de tout article dans le projet de nouvelle constitution. Je crois que c'est le décalage, c'est le décalage même qui reste là. Je crois que c'est ça. Hein? Il faut dire que c'est la seule explication qu'on puisse coller à ce que nous voyons actuellement là. Il faut dire qu'il y a juste un décalage. C'est que on était déjà beaucoup plus en avance par rapport à ces questions, notamment concernant la Cour suprême. Et là, on voit que carrément, ce n'est pas le même article dans le projet de nouvelle constitution, Donc, il y a carrément changement. Il y a changement. Et dans l'article 157 du projet de nouvelle constitution, il est écrit: le magistrat de la Cour suprême ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation préalable du bureau de la Cour suprême, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Cour suprême en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures. Je pense que on a aussi fait lecture de cet article dans l'avant-projet de la Constitution. Mais là, on parlait de la Cour constitutionnelle. Effectivement, là, on parlait de la Cour constitutionnelle. Mais là, on parle du magistrat de la Cour suprême. La Cour suprême. Donc, c'est carrément différent. Et il faut se dire que ce n'est pas le même article dans l'avant-projet de nouvelle constitution. On continue avec l'article 158 de l'avant-projet de nouvelle constitution où il est indiqué que la Cour suprême peut être consultée par les institutions de la République dans les conditions définies par la présente Constitution sur toute matière relevant de ses compétences. Bien. Ici, dans le projet de nouvelle constitution, il est écrit: une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement, les compétences de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Elle fixe également les incompatibilités et les garanties d'indépendance des membres de la Cour suprême. Jusqu'à présent, au niveau de l'avant-projet, nous ne sommes pas arrivés au chapitre 3 qui parle de la Cour des comptes. Donc, on va aller, peut-être pédagogiquement, on va lire les derniers articles pour qu'on soit dans les mêmes chapitres. Peut-être que ça peut aller. C'est juste une proposition. On va essayer de voir. Allez-y. Là, il nous reste, disons, l'article, on part à l'article 159. 159 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il est indiqué que les fonctions de magistrat de la Cour suprême sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle rémunérée, ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou locale. L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'exercice d'une mission d'enseignement, n'exigeant pas le plein temps dans les institutions d'enseignement supérieur et professionnel. Bien, et là également, il y a un très très grand changement parce que presque ce n'est pas puisque là on est dans le chapitre 3 qui parle de la Cour des comptes. La Cour des comptes. C'est pourquoi j'ai dit dans l'avant-projet, est-ce qu'on peut faire lecture jusqu'à arriver à la Cour des comptes? Peut-être que ça peut nous aider. Ça pourra nous aider. Et nous sommes juste à, disons, à 2 ou 3 articles qui nous séparent là dans l'avant-projet de nouvelle constitution du chapitre 3, disons, consacré à la Cour des comptes. Bien. On peut peut-être continuer avec l'article 159. Mais vous vous arrêtez là, je continue sur l'article 160, M. Ba. Vous avez déjà, il faut le rappeler, puisque nous sommes dans un exercice beaucoup plus réparti. Vous avez pris l'article 157, ça ne vous appartenait pas, soit dit en passant. Et là, vous levez votre veto avec beaucoup, disons... On est en droit, hein? Oui, restez sur 159, Salimatou. Ce n'est pas grave, je me retire. On est en droit. L'avant-projet est plus en retard, c'est pourquoi il avance. L'avant-projet est en retard. Donc, on essaie de rattraper ce retard avec Yaya. Alors, on y va. Sur l'article 160, le magistrat de la Cour suprême ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l'autorisation préalable du bureau de la Cour suprême, sauf en cas de crime ou de délit flagrant.
Ça, c'est l'avant-projet. Ça, c'est l'avant-projet. Bien, on poursuit jusqu'à arriver au niveau du chapitre 3 de la Cour des comptes. Justement, dans ce cas, le bureau de la Cour suprême étant informé dans un délai n'excédant pas 24 heures. Sur l'article 161, il est écrit qu'une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement, les compétences de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. Elle exige également les incompatibilités et les garanties d'indépendance des membres de la Cour suprême. Bien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est maintenant au même rythme. On prend le même rythme. On rejoint maintenant le chapitre 3 qui parle de la Cour des comptes dans l'avant-projet de nouvelle constitution et dans le projet. On y va, on va faire encore la comparaison. Vas-y. Alors, tu n'as pas la chapitre 3 Bien. de la Cour des comptes. Il est écrit comme ça au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution. Article 162. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle statue sur les comptes des comptables publics, notamment ceux de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques, de tout organisme ainsi que de toute association et institution bénéficiant des concours financiers de l'État. Elle statue sur les comptes de campagne électorale et sur toute autre matière où lui est attribué par la loi. Qui lui est. Bien. Qui lui est attribué. Alors, au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution, je crois que lui aussi peut constater. Ce que nous avons ici, c'est AU. C'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Parce que même en lisant, ça sonne très mal. C'est une erreur. Alors, elle est chargée de contrôler les déclarations de biens reçus par la Cour constitutionnelle dans les conditions déterminées aux articles 60 et 61. Elle appuie le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et l'évaluation des politiques publiques. Lorsque la Cour des comptes requiert du gouvernement des informations, des documents ou des explications se rapportant à l'exécution des lois de finances, celui-ci est tenu d'y répondre. Les cours de contrôle de l'ordre... Les corps de contrôle de l'ordre administratif déposent les rapports annuels à la Cour des comptes. La Cour des comptes publie l'ensemble des rapports définitifs issus de ces contrôles dans le journal officiel. Et cela avant le 31 décembre de chaque année. Chaque année, elle élabore un rapport général public qu'elle adresse au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est publié au journal officiel de la République. Une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes, le régime disciplinaire et les incompatibilités auxquelles ses membres sont soumis. Quelques changements de lettres, mais l'esprit reste le même. Chapitre 3, parlant de la Cour des comptes, nous allons nous arrêter là pour cette série et continuer, pourquoi pas, demain avec le sous-titre 3 qui parle de la Cour spéciale de justice de la République de Guinée. On va poursuivre cet exercice de demain pour votre plus grand plaisir, vous le savez déjà. Et nous, on va poursuivre également ce menu à l'ordre du jour de ce matin. Ce menu de ce matin, j'allais dire. On parle notamment du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a rendu public ce samedi les résultats du baccalauréat unique. Dernier tournant des examens nationaux en République de Guinée pour la session 2025 avec un taux de réussite de 32,34%. Une nette amélioration est constatée par rapport aux examens aux sessions précédentes. Si l'on considère l'ensemble des examens nationaux, le taux de réussite s'élève à 53,82%, soit 133 054 admis sur 538 368 candidats ayant effectivement composé. Nous allons y revenir avec vous tout à l'heure, Mohamed Leba, pour planter le décor. Ces statistiques quand même qui
soulageant pour cette année, et contrairement aux années précédentes. On a vu quand même des taux de moins de 20% ici en République de Guinée. C'était sous Guillaume Awinga, si je ne me trompe. Ah ben, vous allez dire qu'il soulage, mais aussi qu'il suscite des interrogations, il faut évidemment, quand même le dire. Hein. Certainement que nous aurons l'occasion de poser toutes ces questions, disons, à ce cadre du ministère de l'enseignement supérieur, disons de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, pour nous permettre quand même de comprendre réellement un certain nombre de choses. Et pour le moment, il faut quand même dire que ces résultats sont nettement supérieurs aux résultats des années précédentes, notamment y compris même de l'année 2024, qui quand même avait été piloté par, disons, Jean-Paul Seydi. Jean-Paul Seydi qui a pris quand même, disons, qui a repris le train de Guillaume Awin et sous l'autorité ou la tutelle de qui quand même qui a eu beaucoup, disons, d'écrits au niveau de ce département-là. Et par rapport aux statistiques, nous allons faire une étude comparative. Et on va revenir après la pause. Également, entre les résultats de 2024 et les résultats de 2025. Et comme vous l'avez dit, là, on note une nette amélioration. Une nette amélioration, on en parle juste derrière la pub avec nos obligations commerciales. Vous allez comprendre derrière la pub ce qui se passe, toutes les statistiques, ce sera dans cette émission. Ne zappez surtout pas. Démarches administratives à travers nos experts. Avec notre Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à... Merci à tous nos partenaires. On se retrouve donc pour cette deuxième et dernière partie de votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure avec les débatteurs. On se tourne vers ce sujet, je vous l'annonçais tantôt, le baccalauréat unique session 2025, dernier rempart des examens nationaux en République de Guinée sont disponibles, vous le savez, depuis samedi avec un taux en tout cas appréciable de
32,34%. Une nette amélioration quant aux sessions précédentes, il faut le rappeler. On en parlait avec vous tout à l'heure, Mohamed Lebar. Oui, et il faut dire que les résultats, notamment disons les pourcentages pour tout l'ensemble des examens nationaux en République de Guinée, on parle des trois, notamment le CEE, le brevet d'études de premier cycle et évidemment le baccalauréat unique dont les résultats ont été publiés à la dernière position. On parle quand même de 53,82%. Je crois que c'est carrément, disons, une amélioration comme on le disait, mais nous allons partir un peu, c'est-à-dire en détail par rapport à tous ces chiffres-là pour faire une étude comparative entre, disons, les résultats de l'année 2024 et les résultats de l'année 2025. Pour l'année 2025, on va commencer par cela vu que c'est ce qui est récent. Pour le baccalauréat, nous avons un taux de réussite nationale de 32,34%. Il y a des candidats, notamment 72 937 inscrits, dont 69 119 présents, et puis voilà, 22 351 admis. Il y a quand même des disparités, notamment par filière. En sciences sociales, 32,86% garçons et 28,25% côté filles. En sciences expérimentales, nous avons 34,43% garçons et également 30,44% côté filles. En mathématiques, sciences mathématiques, précision très importante, 28,13% côté garçons et 22,99% côté filles. En franco-arabe, il faut aussi se dire que ce sont quand même de très meilleurs résultats cette année, il faut le préciser, notamment, disons, il y a 52,77% côté garçons et 53,47% côté filles. Nous allons continuer avec le brevet d'études de premier cycle où le taux de réussite national était de 54,16%. Il y a notamment des candidats, 173 961 ayant composé et 94 921 admis, dont 43 527 filles. Ce qui semble nettement un record ces dernières années-là, notamment si nous prenons de 2025 et de 2020 à 2025, carrément une nette amélioration côté filles en termes d'admission. Maintenant, il faut parler d'une couverture géographique par rapport à ces différents résultats aujourd'hui disponibles pour Conakry et toutes les préfectures. Nous avons au niveau du certificat d'études élémentaires le CE 2025 et le taux de réussite national était de 58. Donne-nous le tableau général. En légère baisse comparaison. Et l'enseignement général, performance, notamment légère supérieure au franco-arabe. Il faut quand même dire que cette année, en 2025, notamment ces différents résultats-là, il y a une nette amélioration, comme on l'a également rappelé. Est-ce aujourd'hui quand même, disons, important de rappeler les résultats de 2024? Je crois que c'est très important pour faire quand même une étude comparative, parce que 2025, ces chiffres que nous voyons sont quand même nettement au-dessus des chiffres de l'année 2024. Vous allez le voir. Parce qu'en 2024, nous allons commencer par le certificat d'études élémentaires, le CEE, dont le taux de réussite global était de 63,22%, notamment avec... Donc là, il y a une baisse, Mohamed. Il y a une baisse. Parce que cette année, on est à 58,65%. Là où on parle de nette amélioration, c'est concernant les résultats, c'est-à-dire globaux. Les résultats globaux, mais en termes de détail, vous allez voir que 2024, le CEE, le pourcentage était beaucoup plus élevé que l'année 2025, parce que là, on parle de 63,22%, avec une répartition, notamment par genre, filles admises, 28,69% du total des admis. Nombre de candidats, 593 000 inscrits, dont 45% de filles. Et centre d'examen, enfin, nous allons continuer devant pour le brevet d'études du premier cycle où le taux de
réussite globale était de 47,11%. Et là, vous allez voir que les résultats de cette année sont supérieurs aux résultats de l'année 2024. C'est pourquoi le résultat, le total global est quand même au-dessus, pour l'année 2025 et au-dessus de l'année 2024. En termes de répartition par genre, il y a notamment filles admises, 21,5% au total des admis, notamment le nombre de candidats. On parle de 172 199 inscrits, dont 45% de filles. Et en baccalauréat, l'année 2024, le nombre de candidats était de 88 930 inscrits, dont 42% de filles. Et la note qu'il faut aussi faire, c'est notamment avec le taux de réussite pour le baccalauréat 2025. Et pour le moment, il faut quand même dire que ce taux de réussite est un peu, disons, inférieur par rapport disons, aux résultats de l'année 2025. En 2024, c'était combien le pourcentage? En 2024, je n'ai pas pu, disons, avoir nettement ce résultat. Il faut le non, dire. pas le global, on parle du baccalauréat. Du baccalauréat également. Bien, ce qui est déjà compris, vous l'avez quand même compris, hein, cette disparité, ces petits changements, c'est aussi ça. Mais on va poser la question tout à l'heure à notre invité, pourquoi pas Mohamed Leba, pour en savoir davantage. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le CEE? CEE qui reste quand même une étape à polémique, à polémique parce que le ministère envisage bientôt de supprimer cet examen pour plusieurs raisons. On va certes lui poser la question tout à l'heure si, en attendant que la réalisation puisse joindre pour nous Mohamed Ansa Diawara, il faut rappeler que globalement, l'année 2025 est satisfaisante par rapport à l'année 2024. Sauf que au niveau du CEE, on peut se frotter les mains et on peut dire avec beaucoup d'assurance qu'il n'y a pas eu assez de succès. Cette année, comparativement à l'année 2024, c'est qu'il faut aussi souligner que depuis l'arrivée de Jean-Paul Seydi, c'est totalement, disons, c'est-à-dire une échelle d'amélioration, parce que l'année 2024, l'année 2025 et l'année 2022-2023, vous allez voir que c'est carrément différent. C'est pourquoi on parlait de cris quand même sous l'ère Guillaume Awing. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est en train de marcher pour l'actuel ministre? Je crois que ce sont des questions, entre autres, que nous allons nous faire le devoir et le plaisir de poser à Ansa Diawara pour savoir réellement aujourd'hui quelles sont quand même les stratégies sur lesquelles se reposent quand même, disons, les cadres de ce département-là pour un peu, disons, valoriser et promouvoir, disons, l'éducation à la base, parce que il faut quand même se dire les conditions dans lesquelles les examens sont quand même déroulés. Depuis 2020 à 2025, il faut quand même dire qu'il y a assez... 2021 plutôt. De 2021 à 2000... Bon, enfin, il ne faut pas vous parler... vous faites allusion. Awing a parlé de caméra ici, on a vu tout ce qui s'est passé. Une précision, Abdallah, au niveau des statistiques de 2024, baccalauréat, vous avez retrouvé. Nous avons 24,64% en 2024. Donc une nette amélioration par rapport à... Parce qu'on parle de 32,34%, donc une nette amélioration. Et je parle du constat, c'est-à-dire même de Soubano jusqu'à Jean-Paul Seydi. On a notre invité déjà au bout du fil, monsieur Mohamed Ansa Diawara. Bonjour monsieur Diawara, je rappelle que vous êtes porte-parole du MENA. MENA, c'est le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Avec vous aujourd'hui, nous allons aborder cette question cruciale, très cruciale pour nous, les résultats des examens nationaux session 2025 qui sont désormais disponibles, officiels, rendus publics avec, si on peut le dire, une nette amélioration quant aux années précédentes. Années précédentes où quand même il y a, on peut le rappeler, il y a des disparités. Si pour le CE ça n'a pas marché, pour le brevet d'études ça a augmenté, et pour le baccalauréat qui reste quand même un tournant majeur, baccalauréat qui reste le dernier pont vers l'université financée en partie par les autorités du pays. Monsieur Diawara, bonjour. Est-ce qu'il est là?
parce que je sens qu'il y a un petit souci de ce côté. En attendant d'avoir Mohamed Ansa Diawara, porte-parole du MENA, ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Avec lui, nous allons parler de ces résultats, comme aiment le dire les enseignants, totaux globaux des examens nationaux session 2025, avec un taux de réussite globale qui s'élève à 53,82%, soit 133 054 admis sur 538 368. Bonjour, monsieur Diawara. Ah bon, ça ne va toujours pas avec monsieur Ansa Diawara. On va tourner la page et on va aller en RD Congo et à Diallo pour gagner un peu de temps vers un cessez-le-feu durable en RDC. Après 3 mois de négociations directes à Doha, au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 ont signé ce samedi 19 juillet une déclaration de principe. Ce document conclu sous l'égide des autorités qatariennes prévoit 3 axes: la mise en place d'un cessez-le-feu permanent, un plan de restructuration de l'autorité de l'État dans l'est du pays et un cadre de négociation pour les étapes à venir. On va se passer du reportage parce qu'on n'a plus de temps et on va aller avec vous, Yahi Diallo. Oui, souvent vous venez de rappeler notre accord de principe aussi signé, il faut le rappeler, et notre parce que il y a eu aussi un accord de principe aussi qui a été paraphé du côté des États-Unis, à Washington plus précisément, sous l'égide de Donald Trump, il faut le rappeler, avec son secrétaire d'État et son conseiller en charge de l'Afrique. Je crois que c'est le même aussi conseiller qui a facilité les choses du côté de Doha. Et vous conviendrez avec moi que c'est une suite logique de ces pourparlers ayant abouti à un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté, il faut le rappeler, parce que les combats continuent, les attaques meurtrières continuent au niveau de l'Est de la RDC. Et la population civile reste et demeure la principale victime. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que nous sommes tous aujourd'hui d'accord et unanimes qu'il faut mettre fin à la guerre au niveau de l'Est de la RDC, mais ce qui, naturellement, peut nous amener à nous pencher ou à nous poser un certain nombre de questions sur la démarche ou les véritables intentions de ce qui se présente par ailleurs comme étant les facilitateurs. Au niveau du Rwanda, puisque c'est les 2 États aujourd'hui qui sont en conflit par l'intermédiaire du M23, que le Congo considère comme étant la couverture du Rwanda, mais en réalité, ils sont agressés par le Rwanda qui appuie militairement, techniquement et financièrement l'M23 selon le gouvernement congolais. À côté, nous avons l'AFC, qui est l'Alliance du fleuve du Congo, qu'on peut par ailleurs considérer comme étant en partie composée par des Congolais. Alors, il se trouve que jusque-là, il y a le gouvernement congolais ou les gouvernements qui se sont succédés au niveau du Congo qui considèrent que la mission onusienne au niveau de la RDC, la MONUSCO, ne joue pas pleinement son rôle et qu'on prêtait même des soupçons sérieux sur les véritables intentions aussi de la MONUSCO au niveau de la RDC. Or, le M23, dans ses sorties ou dans ses communications, considérait la MONUSCO comme étant aussi une force belligérante, au même titre que les forces armées congolaises. Donc, il y avait quand même cette complicité de ce sujet-là. Or, il y avait effectivement certains officiels congolais qui désignaient aussi les États-Unis comme étant un appui du Rwanda. Vous voyez la ramification? Oui. Alors, comme par enchantement, c'est les États-Unis aussi qui prennent le devant pour dire, bon, désormais, on va essayer de trouver un accord entre vous, un cessez-le-feu, et finalement, chacun doit continuer dans son, sur son chemin. Or, en réalité, quand vous voyez, parce que vous avez rappelé un certain nombre de choses, le cessez-le-feu, oui, il doit être défini en commun accord avec ces 3 points. Oui, la mise en place d'un cessez-le-feu permanent, un plan de restauration de l'autorité de l'État dans l'Est du pays, et un cadre de négociation sur les étapes à venir. Justement. Jusque-là, on est dans la définition de ce qui doit advenir. Donc, ce cessez-le-feu qui a été signé, cet accord, c'est un accord de principe qui définira les étapes prochaines pour aboutir justement à un accord global. Alors, voyez-vous ce qui se passe au niveau de la RDC?
par exemple, et au niveau des États-Unis, on a dit, bon, nous, on a besoin que les deux États, les deux principaux États concernés, on laisse les forces belligérantes de l'autre côté, en l'occurrence l'AFC et le M23, on dit, bon, on va essayer de négocier directement avec les deux États, le Rwanda et la RDC, et nous avons vu ici les deux ministères des Affaires étrangères qui sont allés paraffer cet accord de principe au niveau des États-Unis. Au niveau du Doha, il faut le rappeler aussi, hein, c'est les Émirats arabes unis. Le Qatar, pour ainsi dire, c'est le Qatar. C'est le Qatar et nous connaissons les rapports qui existent entre le Qatar et les États-Unis. Et c'est pourquoi on a cessé de rappeler dans le contenu du rapport de cet accord de principe-là, il est dit que toutes les conclusions issues de cet accord de principe-là, disons, c'est conforme avec les discussions préalables qui ont eu lieu au niveau des États-Unis. C'est une suite logique. Bien. Sauf dans les faits et gestes ou dans les démarches, il y a là effectivement un schéma qu'on n'arrive pas à comprendre. De l'autre côté, on reçoit les deux États avec les officiels, mais de l'autre côté, on reçoit les forces belligérantes et l'État congolais, sans associer le Rwanda. Donc ça veut dire tout simplement que... Là également, il y a des questions. Des questions qu'il faut poser. Or, il se trouve que l'accord qui doit être... C'est vrai qu'on parlera éventuellement d'un accord global, mais l'accord qui est paraphé de principe au niveau des États-Unis n'engage que les deux États. Le M23 peut dire que nous, on n'est pas concernés, bien qu'on accuse le M23 d'être une couverture du Rwanda. Au niveau du Doha, on dit, bon, on associe l'AFC, le M23, et puis finalement, on appelle l'État congolais. On va aussi voir comment est-ce qu'il faut trouver, disons, un accord de principe. Il y a un grand problème. On essaie de dissocier les acteurs. Or, c'est un ensemble. C'est un ensemble aujourd'hui dont il faut chercher de voir la tête. Le Rwanda, quand même, est accusé de soutenir le M23. On signe un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu, sans le Rwanda. Sans le Rwanda. Qui est quand même pointé du doigt. Justement. Et on dit que oui, c'est le Rwanda. Bon, l'autre aspect aussi de ce problème, il y a Diallo. Ça veut dire que dans cette démarche, on blanchit aussi le Rwanda. Justement. Au niveau du Doha, on dit tout simplement qu'on est d'accord que le Rwanda n'a rien à faire avec le 23. On négocie avec le 23 en tant qu'une force belligérante. Soutenue par qui? On ne sait pas, on ne nous a pas défini ici. Donc on donne encore, pourquoi pas, raison au Rwanda. Justement. En procédant ainsi, on donne raison au Rwanda et on reste dans des accusations. Dans des accusations. Or, le Rwanda l'a avoué au niveau des États-Unis. Oui, nous sommes d'accord sur le principe de... Voilà, donc d'un cessez-le-feu. Mais nous aussi, nous voulons que les FDLR, les Forces pour la libération du Rwanda, vous vous rappelez aussi, qui sont considérés comme étant des génocidaires en 1994, sont au niveau de l'Est de la RDC. Donc pour le Rwanda, au retour, ces forces-là sont aujourd'hui soutenues par la RDC et donc qui constituent une menace pour la sécurité rwandaise. Donc si les FDLR aussi, disons, doivent pouvoir plier leurs bagages, le Rwanda serait d'accord qu'effectivement, qu'un cessez-le-feu puisse être retrouvé pour qu'on puisse trouver le juste milieu et retirer ces forces-là. Comment tout cela va être fait? Comment, au cas où, si une partie prenante de cet accord de principe-là n'arrivait pas à respecter, disons, le contenu de ce qui sera signé éventuellement, comment tout cela va être jugé? Assez de questions. À cette question, et on n'a pas défini tout cela, ça veut dire tout simplement que tout est fait pour ne pas que cela ne soit respecté et au détriment de la population de l'Est de la RDC. De l'Est de la RDC. Mohamed Leba, est-ce que vous croyez à un cessez-le-feu cette fois, qui sera respecté? Parce que ce n'est pas une première. On assiste à beaucoup de cessez-le-feu, de signatures. Mais après, c'est toujours comme ça, il y a des reprises. Et ce sera une suite logique que vous allez me le dire après, vous allez le constater, vous allez le confirmer après, disons, la violation de ce cessez-le-feu par l'une des parties, parce que tout simplement, l'accord de principe aujourd'hui, il faut quand même se dire la vérité par rapport à ce qui se passe, disons, au niveau de cette autre partie de l'Afrique. Vous avez plusieurs parties, disons, qui sont en discussion. Et quand vous prenez, par exemple, le M23, de l'autre côté, vous avez l'AFC, vous avez le gouvernement congolais, vous avez, disons, le gouvernement rwandais. Et vous regardez la nature même de cet accord, vous allez vous dire encore une fois que la vérité n'a pas été dite et que les parties, chacune d'elles n'est pas située, c'est-à-dire encore, sur réellement son rôle éventuel dans la décrispation quand même de cette crise congolaise qui ne fait que quand même, disons, s'enliser. Parce que ce n'est pas une première. Et déjà, nous avons vu le gouvernement congolais à l'œuvre ici par rapport aux accusations qui partaient quand même, disons,
à vive allure. Et notamment, on accusait l'ancien président Kabila d'être associé au M23, et de l'autre, des accusations portées directement contre, disons, Kigali, d'être responsable de tout ce qui se passe au niveau, disons, dans l'est du pays. Et de l'autre côté, vous avez le M23 qui est quand même pris comme étant une force belligérante, il l'a rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire une force très indépendante vis-à-vis de tout ce qu'on pourrait accuser naturellement, disons, le Rwanda. Et aujourd'hui, si le Rwanda, avec tout ce que je viens d'entendre, avec tout ce qu'on a lu par rapport à cet accord de principe, c'est-à-dire sort quand même, disons, à peu près victorieux de toutes les charges, notamment portées à son encontre par rapport à cette couverture, c'est-à-dire que le pays faisait avec le M23. Et également, vous allez voir, parce que cet accord de principe signé le 19 juillet dernier à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23, Alliance Fleuve Congo, il faut dire que l'accord engage les parties à un cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu permanent, c'est-à-dire que chacune de ces parties-là devrait vraiment disons en français facile, déposer les armes, qu'il ne devrait plus y avoir, c'est-à-dire d'armes à feu, notamment dans l'est de ce pays-là. Mais il faut se poser la question, qui était en train de tirer, sur qui? Et à ce niveau-là, qui était en train de se plaindre? La plupart, il faut quand même dire que, disons, le bilan est beaucoup plus, disons, à déplorer côté congolais qu'au niveau du M23 ou encore moins au niveau du Rwanda. Et là, dans cet accord, pratiquement, on ne parle pas du Rwanda. Alors que l'adversaire, disons, voilé de la RD Congo reste encore, il faut le dire, le Rwanda. Et c'est le Rwanda que le Congo est en train quand même d'accuser de toutes ces représailles, de toutes ces tueries quand même qui, disons, s'orchestrent en longueur de journée dans l'est du pays. On en viendra tout à l'heure. D'ici là, on fait un retour sur ce sujet rapidement en 5 minutes avant de rendre l'antenne avec notre invité, Mohamed Ansa Diawara, qui, enfin, que nous rejoignons et qui nous rejoint dans cette émission. Monsieur Diawara, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à vous tous et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Ça n'a pas été facile ce matin. Nous sommes lundi, nous le savons déjà. C'est un plaisir. Vous savez, nos lundis sont très très chargés. Mais il faut communiquer sur Kavi Média, c'est important. Très important. Merci en tout cas pour cette marque, il faut le rappeler. Monsieur Dansa Kourman, nous avons reçu Ansa Diawara, pardon. Ansa Diawara, excusez-moi, on parlait de... Oui, on parle trop de constitution ces 2 jours, vous allez le comprendre. Monsieur Diawara, on parle notamment de ces résultats totaux globaux, comme aiment le dire les anciens dans les classes. Totaux globaux qui quand même, à vue d'œil, si on peut se le dire, ont quand même enregistré une nette amélioration. Mais chez vous, quel est le commentaire ou comment expliquez-vous cette amélioration des résultats et au bac et au BEPC? Parce que CE, le compteur est resté bloqué. Bien, merci de m'inviter. D'entrée de jeu, il faut féliciter tous ceux-là qui sont admis et aussi encourager ceux qui n'ont pas réussi à ces différents examens, car l'échec prépare toujours la réussite. Bien, pour les statistiques, cette année, nous avons réussi à atteindre 32,33% au total, et dont 27,75% des filles. Ce qui a été une avancée cette année, donc un bond. Quand on sait que l'année dernière, le taux était à 24,46%, il faut noter qu'il y a un bond de 8 et quelques pourcents, ce qui est intéressant. Et également au BEPC, il faut noter un bond de 7%, ce qui est très appréciable. Vous savez, quand les résultats sont proclamés de la sorte, nous ne pouvons dire que des impressions à chaud. Mais sinon, il y a toujours une analyse objective, complète qui est faite de tous ces résultats, de tout le parcours des examens, et sortir les forces, les faiblesses et tout ce qu'il y a de suite, conclure à quelque chose. Mais à chaud, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une avancée, et cette avancée est due
fondamentalement aux dispositions, aux directives qu'on a prises cette année. Et c'est important. Cette année, nous avons eu une année paisible, une année sans bruit, une année où il n'y a pas eu de perturbation dans nos classes. Ça, c'est important. Avec des cas de fraude avérés. Je n'ai pas saisi. Avec des cas de fraude avérés. Bien, si vous permettez, quand vous posez des questions, ne mélangez pas. Vous êtes libre de poser toutes les questions et je vous réponds. Des cas de fraude avérés, il n'y a jamais d'examen sans fraude en France, aux États-Unis, partout au monde. L'essentiel, c'est de maîtriser ces cas de fraude et les méthodes d'état de nuit. C'est ça. Il n'y a jamais existé dans notre pays et partout. Les voleurs existent partout. Mais sauf que la proportion n'est pas la même, M. Ansa Diawara, et le modus operandi non plus. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, les fraudes sont des vols organisés. Et en termes de vols chez nous, on peut les appeler les fraudes. Et partout, ça se fait. Je vous dis, sous les cieux les plus techniques, les plus organisés, ça se fait. Mais l'important, c'est d'avoir main sur ces fraudeurs, c'est d'avoir calé ces fraudeurs à accéder banalement. Mais ce qu'on peut dire en termes d'avancée, nous nous sommes dit que avec cette année paisible, les programmes ont été achevés, ce qui est important, et les épreuves qui ont été données étaient contenues dans nos programmes. Les élèves, vous les avez interviewés, ils l'ont dit, ils l'ont témoigné. Aucune épreuve n'est sortie hors du programme. Et les préparatifs également des examens cette année, nous avons été vraiment très en avance parce qu'on a fait une inscription en ligne, ce qui nous a permis d'avoir une liste propre, une liste de candidats vraiment qui ont suivi les cours. Et voilà, ce sont des différents indices aujourd'hui à chaud qu'on puisse dire pourquoi et comment nous sommes arrivés à ce niveau. Sans oublier que les enfants se sont adonnés aux études et il y a eu statistiquement moins de cas de fraude cette année que l'année précédente, moins de téléphones saisis que l'année précédente. Donc tous ces facteurs-là entrent en ligne de compte et que nous comptabilisons. Mais je dirais que ces analyses que je fais sont des analyses à chaud, mais des analyses profondes seront faites par des services, par nous-mêmes, des directions spécialisées, et nous vous rendrons compte comme on a l'habitude de faire chaque année. Alors, rapidement, on va aller, c'est la dernière. Justement, c'est vrai qu'il y a eu des améliorations par endroit au niveau du BPC, au niveau du baccalauréat unique. De l'autre côté, une régression au niveau du CE. Alors, beaucoup d'observateurs convergent à dire qu'au niveau du BPC, il y a eu, pour un premier temps, des statistiques en deçà de 30%, vous pouvez la confirmer, et que finalement, à l'interne, on a décidé de repêcher. Est-ce que oui ou non, il y a eu de repêcher? Bon, nous ne repêchons pas. Et ça fait, il y a longtemps qu'il n'y a plus de repêchage. On a vu, on prend juste les moyennes et ce sont les valeurs intrinsèques. Vous avez parlé du cas du CEE où il y a eu baisse en pourcentage. Vous-même, vous étiez là l'année dernière. C'est un constat que nous avons fait. Pendant la correction, nous sommes aperçus qu'il y avait une mauvaise correction par endroit et automatiquement nous avons rattrapé la balle au rebond pour essayer de corriger tant soit peu, bien que tout n'a pas été corrigé parce que les jaunes qui ont été ciblés ont été vérifiés, mais celles qui n'ont pas été ciblées peut-être sont passées sous la maille. C'est pourquoi vous avez eu un pourcentage élevé l'année dernière, mais cette année, vu ce qui a été fait, constaté, nous avons pris des dispositions en choisissant judicieusement les correcteurs, mais aussi en les suivant. Et cette année, voilà, les valeurs intrinsèques ont été exprimées, et c'est ce qui a fait que, en tout cas pour le moment, avant les analyses, je dis bien, formelles, pour le moment, c'est ce qu'on puisse se dire. Sinon, il n'y a pas eu de dépêchage, ce sont des valeurs intrinsèques que nous avons proclamées. Regardez le baccalauréat, quand nous avons fini le contrôle de saisie et autres, vendredi, vous avez vu, les résultats ont été proclamés. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de protocole. Sauf qu'au BPC, M. Ansa Diawara, au lieu de deux correcteurs, il y a par endroit eu que d'un seul correcteur. Donc, c'est qui a pu quand même mélanger tout. Malheureusement, M. Diawara, on ne pourra pas poursuivre ce débat. On est taxé par le temps. Vous allez en tout cas nous excuser, nous en excuser et peut-être revenir sur ce sujet au courant de la semaine quand vous aurez encore plus de temps. Ici en plateau pour mieux en parler. Merci en tout cas, M. Diawara. Avec plaisir. Merci, M. Diawara. Merci d'être intervenu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes M. Mohamed Ansa Diawara, porte-parole du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.